Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, vous avez pratiqué plusieurs métiers, les métiers de la recherche et de l'enseignement, secondaire et supérieur. Vous avez été directrice de l'information et de l'INRA et de l'INSER. Et vous avez, pendant de longues années, nous allons y revenir, dirigé l'Institut des hautes études des sciences pour la science et la technologie. IHEST. Mais si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour parler de votre dernier ouvrage, L'abécédaire citoyen de la science, qui est paru aux éditions Le Pommier au printemps dernier. J'avais d'ailleurs eu déjà le plaisir de vous inviter à cette antenne en juin 2013 pour réfléchir avec vous sur l'illettrisme scientifique. Alors, peut-être un mot en premier pour présenter cet institut que vous avez préfiguré dès 2005 et dirigé pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Cet établissement public lié au ministère de la Recherche et qui constitue et a constitué un lieu tout à fait particulier, unique, qui permet aussi de comprendre l'ouvrage dont nous allons parler, cet abécédaire citoyen des sciences. Alors, pour l'Institut. L'Institut a donc été créé en 2006, effectivement avec l'idée de la nécessité de toujours mieux rapprocher le monde scientifique de la société civile et du monde politique. Et nous avons été un groupe à y penser, à le proposer au gouvernement. Et depuis maintenant 10 ans, il a recruté chaque année des responsables professionnels de tous les horizons socio-économiques et des scientifiques, et créant un lieu effectivement original dans le paysage où se débattaient les différents rapports entre science et société et contribuer à former et les dirigeants du monde scientifique aux enjeux sociétaux et des responsables de la société civile qui, en l'occurrence, puisque vous savez que la société civile se définit toujours du point de vue de ce qui n'est pas la personne qui le regarde. Donc, d'un point de vue scientifique, elle incluait les industriels, les journalistes, les syndicalistes, les politiques et les associatifs. Oui. Ceux qui ne sont pas des scientifiques ou des techniciens. Mais j'ai constaté que d'autres définissaient la société civile à partir d'eux-mêmes de la même manière. Et donc, ce sont environ 500 personnes qui ont été formées depuis 10 ans. Et maintenant, j'ai eu un successeur fin 2016. Et c'est en 2016 que nous avons donc réfléchi avec mon équipe, toute petite équipe, parce que c'est un établissement public à caractère administratif, mais tout petit, et soutenu sous la tutelle du ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale. Et donc, nous avons réfléchi à une valorisation un peu transversale du type d'approche qui avait eu lieu à l'Institut durant ces 10 années, sans bien sûr épuiser la veine des sujets que nous avons traités, puisque tous les ans, nous avions environ 11 rendez-vous, des voyages internationaux, européens et nationaux, et nous refaisions complètement le programme en fonction d'un thème annuel que nous choisissions. Et puis donc autour de la puissance, autour du progrès, autour du numérique. Et puis nous avions aussi des universités d'été. Vous avez cité l'illettrisme. Cette fois-ci, ces universités étaient ouvertes, sont toujours du reste ouvertes à tous les publics, tout le monde peut s'inscrire. Et ces universités d'été, préparées comme les cycles nationaux avec le conseil scientifique, ont approché des sujets en les creusant, des sujets liés au rapport science-société. Et il y a eu ainsi un certain nombre d'ouvrages édités avec Actes Sud autour de la controverse scientifique, du débat public, de l'illettrisme, j'en oublie. Et le dernier, par contre, a une vocation beaucoup plus généraliste, et c'est ainsi que c'est Le Pommier qui l'a édité. C'est un abécédaire. Voilà. Alors, nous allons en venir à cet abécédaire que vous avez dénommé abécédaire citoyen. Et de fait, il me semble que la politique intervient dans ce livre, dans cet abécédaire, à plusieurs niveaux. Tant du côté de la présence de la science dans le débat public
que de l'aide publique aux chercheurs, que du côté des conséquences politiques des découvertes scientifiques et techniques. Et il y a peu d'articles, me semble-t-il, dans lesquels la perspective politique ne soit pas abordée. Je voudrais en citer 2, par exemple, à la lettre E, celui d'experts ou celui d'Europe des sciences, où la question politique est explicite, comme parfois elle est sous-jacente. Alors, est-ce que vous diriez, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère, qu'en matière de sciences, tout est politique, comme on disait dans les années 70 ? Je ne dirais pas cela comme cela. L'articulation science et politique est effectivement extrêmement présente, mais les dynamiques des deux domaines sont tout à fait différentes. La science, c'est la dynamique de la connaissance. La politique, c'est la dynamique de la décision, de la justice, avec un bras armé qui est le droit. Donc, on est dans 2 univers complètement différents, mais qui ont des rythmes, chacun qui leur sont propres, et des rythmes qui s'entrecroisent. Et donc, je pense que pour les sciences, nous avons l'habitude de nous interroger sur la nature des sciences qui se développent. Il y a des sciences qui qui cherchent à expliquer la nature par des lois, des règles. Il y en a d'autres, en particulier dans les sciences humaines, qui s'intéressent à l'objet lui-même, au cas particulier, à l'histoire, je veux dire. Donc, il y a une gradation entre les disciplines scientifiques de l'un à l'autre. Et en politique, c'est la même chose. Il y a une politique qui est tournée vers le pouvoir, c'est ce qu'on critique aussi souvent, une politique de nature plus politicienne. Et puis, il y a aussi des politiques qui utilisent la politique pour développer des actions. Et donc, quand dans ce dialogue, et c'est un ami philosophe, Heinz Wiesmann, qui nous développait ça, dans ce dialogue entre science et politique, il faut chaque fois s'interroger sur la nature de l'interaction, le type de science, le type de politique, et prendre le temps de comprendre ce qui se joue à ce moment-là. Ce qui n'exclut pas que la science se politise à un moment et se dépolitise ensuite. C'est quelque chose que nous avions regardé avec un sociologue qui s'appelle Cyril Lemieux, sur en particulier à propos des controverses scientifiques, la façon dont elles se déconfinaient du monde scientifique pour rentrer dans l'espace public, puis une fois réglées, elles revenaient dans l'espace scientifique. Cette réflexion, elle a eu lieu depuis fort longtemps. Dans le livre, on cite, il y a beaucoup d'histoires, et je pense qu'il faut qu'on revienne vers ces dimensions de réflexion dans la durée, et en particulier dans la longue durée. Oui. En particulier, on cite, alors c'est au XXe siècle, mais le philosophe Russell, qui parlait bien de la science dans le Scientific Outlook en 1927, avait exploré et puis ensuite, après la guerre, dans d'autres ouvrages, le fait que la science était un enjeu de connaissance, mais il y avait aussi la science comme enjeu de pouvoir à travers la technologie. Donc, ce type, et qui rentrait à ce moment-là en tant que pouvoir-puissance dans des visions plus de politique, ce que l'on vit au quotidien aujourd'hui. Cet abécédaire comprend 45 entrées, classées par ordre alphabétique, entrées assez libres d'ailleurs, entre ADN, première entrée, et risque 0, dernière entrée, en passant par boson de Higgs, cyborg. J'aimerais que parmi ces 45 articles, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère, vous en choisissiez 3 que vous aimez particulièrement, que vous trouvez particulièrement intéressants, et que vous disiez aux auditeurs de France Culture pourquoi ces entrées vous paraissent instructives, importantes, et pourquoi vous les avez retenues. Alors la première que j'ai peut-être à cause de mon passé de biologiste, je veux dire, c'est l'ADN, c'est l'entrée ADN. Nous avons comme les mots que nous avons choisis avec mon équipe de travail, sont des mots qui sont dans l'espace public. Le mot ADN, on vous parle d'ADN pour des meubles, on vous parle d'ADN pour tout et n'importe quoi. Et d'où vient cela? Ça interroge. Pour les entreprises, l'ADN d'une entreprise. L'ADN d'une entreprise. Et les mots, en plus, ont un pouvoir.
et un pouvoir politique. Et il y a du reste un papier d'une élue, une députée, Anne-Yvonne Le Dain, sur les mots en politique dans l'ouvrage. Et donc, c'est pourquoi nous sommes partis des mots que nous entendions et nous sommes revenus à ce que nous avions fait pour voir si nous pouvions répondre face aux mots, à avoir un scientifique ou un philosophe qui pouvait développer, l'éclairer. Et donc, le mot ADN, ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est la lettre de Francis Crick à son fils qui avait 12 ans, quand il lui écrit avant de déposer sa publication en mars 1953, juste un mois avant, et il lui décrit... Le découvreur de l'ADN. Le découvreur de la structure en double hélice, donc Watson et Crick, mais là c'est la lettre de Crick. Et cette lettre est absolument extraordinaire, et je pense qu'il faudrait la faire lire à tous les écoliers, parce qu'elle est d'une simplicité extraordinaire. On ne peut pas le voir dans le livre, mais il y a des dessins qu'il fait, très simple, et il lui dit nous sommes émerveillés, tu verras, essaie de comprendre, et quand je reviendrai à la maison, je vérifierai si tu as bien compris, et puis nous en parlerons. Et ça, pour l'avoir vécu aussi familialement, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le talent pédagogique d'un chercheur qui s'explique sur sa découverte. Et si vous voulez, c'est au cœur du rapport avec nos concitoyens. Alors bien évidemment, on le fait plus ou moins facilement. Et puis il y a des musées maintenant qui le font. Mais la médiation directe, ce que nous vivons dans des moments comme celui de la fête de la science, est un moment de complicité et de rêve. Et ça, c'est fondamental pour la science, qu'on soit en mathématiques, qu'on soit en histoire, qu'on soit en physique. Donc quelqu'un qui le pratique très bien, cet art de la métaphore, de la... Francis Crick, c'était pas de la métaphore, c'était vraiment son travail lui-même. Mais les vulgarisateurs utilisent la métaphore, qu'il fait fort bien, c'est Étienne Klein, par exemple. Qui écrit dans le livre. Qui a des textes dans le livre, bien sûr. Et donc, je voulais commencer l'ouvrage sous cet angle-là, et puis rappeler que en 53, donc cette publication est déposée, et aujourd'hui, en l'espace de même 75 ans, toute la recherche a explosé littéralement. Jamais personne, à partir de ce travail qui a été fait de façon totalement cognitive, n'aurait imaginé les développements technologiques qui sont aujourd'hui. Et ce travail a émergé, et ça c'est très important de comprendre ça, à travers la collaboration des biologistes, mais avec les physiciens et les mathématiciens. Et il y en a un que je voulais citer, c'est John von Neumann, qui avec Alan Turing a été à l'origine du premier ordinateur, qui était un physicien. Donc j'en parle dans ce premier billet. Et après, à la fin de sa vie, il s'est intéressé aux vivants et à la théorie des automates autoreproducteurs, de la non-linéarité. Et ce qu'il disait, et je plaide pour mon domaine, la biologie, et si quelqu'un croit que les mathématiques sont difficiles, c'est simplement qu'il ne réalise pas combien la vie est complexe. Et quand on voit aujourd'hui que depuis on a séquencé le génome, maintenant on vous annonce des séquençages de génome à $400 le séquençage d'un génome humain, alors que dans les années 90 il fallait 2800 scientifiques et un budget, je ne sais plus, de plus de 100 millions de dollars. Donc on est dans une course de vitesse extraordinaire, hallucinante, je veux dire, sur la valorisation de ces travaux, avec toutes les questions éthiques que cela pose. Et là, alors, l'autre idée, c'est que les communautés scientifiques, en 1975, donc 53 la publication, 75 cette rencontre en Californie à Asilomar, où les scientifiques généticiens se sont édictés un code moral, si je puis dire, pour poursuivre leurs recherches. Et en France, le comité d'éthique est arrivé en 1983. Et pendant cette période, il y a eu énormément de réflexions éthiques aux États-Unis. Et finalement, avec les NIH, le travail qui se faisait au NIH, un balancement entre les scientifiques qui voulaient des codes de bonne conduite et les politiques qui voulaient, nous revenons à la question politique, qui voulaient des lois. Et finalement, les scientifiques ont perdu. Les Américains ont édicté des lois à ce moment-là. Et nous avons
gardé un comité d'éthique pendant très nombreuses années, mais nous avons aussi des lois de bioéthique. Donc on voit bien que le rapport entre science et politique c'est joué en parallèle avec le développement de ces sciences, a pris des formes différentes selon les États, selon les histoires. Et c'est ça que dans le livre je raconte, et qu'un philosophe, Claude Debreu, raconte aussi. C'est-à-dire qu'il est souvent dans cet ouvrage, vous avez des rappels ou des fils conducteurs qui passent d'un mot à un autre, parce que, bien évidemment, tout est lié dans une complexité. Oui, bien sûr. Alors, avant de clore cette émission, j'aimerais bien que vous éclairiez pour les auditeurs de France Culture une expression que vous affectionnez et qui est la mise en culture de la science. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, dans ce livre par exemple, vous mettez en culture la science ? Il n'y a pas une science, il y a des sciences. Le mythe d'une culture universelle des sciences a disparu, c'est impossible. Mais il y a des sciences. Et donc, mais néanmoins, le passage des sciences dans la culture, le hiatus entre aujourd'hui que l'on vit toujours, y compris dans le monde scientifique, entre les sciences humaines et sociales qui se préoccupent de la société et les sciences dites de la nature qui se préoccupent des lois, est une vraie difficulté. Et donc ce livre prend des objets du quotidien et les éclaire par des approches de différentes sciences. En les mettant en rapport. En les faisant dialoguer. En les faisant dialoguer, qu'elles soient sciences humaines, philosophie, sciences exactes. C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, je vous remercie. Je rappelle donc les deux ouvrages les plus récents de Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, l'abécédaire citoyen des sciences et Au cœur des controverses, des sciences à l'action, paru chez Actes Sud, l'abécédaire étant aux éditions Le Pommier. Je remercie Philippe Bredin et Dany Journeau d'avoir rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.